que leur vie au quotidien est très compliquée. On creuse ce problème démocratique. À qui appartient le périph'? Qui doit décider des destinées de cette langue de bitume de 36 km qui embrasse la capitale parisienne? À peine nommé, et voilà, le nouveau ministre délégué au transport François Durovray plongé dans le grand bain des polémiques qui secouent la métropole parisienne. En jeu, la vitesse sur le boulevard circulaire. Interrogé ce jeudi par nos confrères de TF1, celui qui reste pour l'instant président du département de l'Essonne réitère son appel à une solution concertée qui n'exclut pas les banlieusards, encore une fois relégués, selon lui, aux périphéries de la décision et de la capitale. Un très vieux débat remis au goût du jour par Anne Hidalgo, la maire de Paris, début septembre. Mardi 1er octobre, le périph' devrait donc passer à 50 km/h. Refus catégorique de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, qui fait adopter une motion de rejet en séance mi-septembre. Elle préconise en lieu et place d'une mesure qu'elle juge socialement injuste et écologiquement inefficace, des travaux d'enrobé phonique neuf qu'elle se dit prête à cofinancer. En mai dernier, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, prévenait Anne Hidalgo. Cela ne se fera pas sans moi. Car si les voies sont bien gérées par la capitale, les radars, eux, sont du ressort de la préfecture. Une rencontre s'est tenue ce vendredi matin entre François Durovray et Anne Hidalgo. Au menu, la limitation de vitesse et la création d'une voie dédiée au covoiturage en lieu et place de la voie Paris 2024. Autre sujet de polémique à venir. Le périph' nous rend-il tous fous ? Pourquoi une telle cacophonie? Comment expliquer que 35 km de bitume suscitent de telles controverses depuis déjà si longtemps? Faut-il y voir un symbole de notre rapport complexe à la bagnole ou plus largement un objet politique qui cristallise les difficultés de gouvernance du Grand Paris et des relations historiquement complexes entre Paris et ses banlieues? Peut-on gouverner le périph'? C'est le sommaire de Douce France. Venez, je vous emmène. Bonjour Nathalie Roseau. Bonjour Nora Hamadi. Vous êtes architecte, ingénieure, directrice de recherche au laboratoire Technique, Territoire et Société, professeure d'urbanisme à l'École nationale des ponts et chaussées. Vous avez signé Le futur des métropoles, temps et infrastructures. C'était aux éditions Métis Presse. Bienvenue à vous. Avec nous, Arnaud Passalacqua, bonjour. Bonjour. Ingénieur, historien, professeur à l'école d'urbanisme de Paris, vous avez participé à l'ouvrage collectif Le boulevard périphérique, quel avenir aux éditions Archicity. Et vous avez aussi co-dirigé Métropole mobile, défis institutionnels et politiques de la mobilité dans les métropoles françaises. Ça a paru aux presses universitaires de Rennes en 2021. Nathalie Roseau, première question pour vous. Est-ce que le périph' nous rend fous ? Alors moi, il ne me rend pas du tout folle, mais en tout cas, ce qualificatif effectivement de fou caractérise sans doute bien effectivement la polémique dont nous sommes témoins aujourd'hui. Je dirais plus une polémique qu'une controverse, parce qu'il me semble que l'avenir du périph' vaut mieux qu'effectivement qu'une polémique sur la réduction de la vitesse de 70 à 50 km/h. Dans les extraits qu'on a entendus, là, c'était assez intéressant de voir qu'à la fois le périph' est considéré comme une sorte de bien commun ou d'objet commun qui appartiennent à tous. Pour quel usage, pour faire quoi, on ne sait pas vraiment. Et en même temps qu'effectivement il y a une sorte de déchirement, c'est-à-dire que le préfet dit ça ne se fera pas sans moi. Enfin, il y a toute une rhétorique, un vocabulaire qui montre comme si finalement des parents divorcés, plusieurs parents divorcés, se disputent la déchiraient garde. pour la garde, au détriment du coup effectivement de l'enfant qui deviendrait orphelin. Donc ça, c'est effectivement la spécificité du périph', en fait, de cette infrastructure qui en même temps est aussi répulsive, parce que c'est quand même une autoroute à 2 fois 4 voies, avec effectivement qui est l'autoroute la plus fréquentée d'Europe. Avec 1,2 million de véhicules par jour. voilà, la moyenne par véhicule, c'est 1,1 personne. Donc c'est aussi tous les symptômes en fait de l'automobilisme et de notre problème de rapport à l'automobile. Et puis ce périphérique, il s'est implanté en fait à la frontière de Paris. Donc effectivement, il appartient en fait, il est sur le sol parisien, ce qui du coup rend légitime effectivement que la collectivité parisienne effectivement puisse en décider une partie du devenir. Mais il est à la frontière, il est en bordure effectivement des villes de proche couronne qui ont une histoire particulière avec la ville de Paris. Et puis il fait partie d'un réseau autoroutier régional, voire national, effectivement, qui du coup concerne la mobilité à l'échelle de la région Île-de-France. C'est un objet qui appartient à tous. Mais justement, Arnaud Passalacqua, c'est un objet qui appartient à tous.
mais qui pose aussi la question de sa gouvernance, et on l'entend. Alors Anne Hidalgo est effectivement légitime à parler de la voie et de à combien on peut rouler sur la voie, mais c'est la préfecture qui décide des radars. La région peut aussi aider à mettre des enrobés. Là-dedans, on a aussi l'État qui, par la voix de François Durovray, ministre des Transports nouvellement nommé, prend aussi position. Qui gouverne le périphérique? Alors, en fait, c'est un bien commun. Donc, en fait, évidemment, il relève de plusieurs niveaux. Moi, je répondrai en disant que ce n'est pas la spécificité du périphérique. Si on regarde la gouvernance du vélo, des transports collectifs, de la marche en Île-de-France ou en région parisienne, eh bien, on va retrouver tous ces acteurs, plus le département, plus la métropole du Grand Paris. Et en fait, on a une gouvernance ultra morcelée pour l'ensemble de nos mobilités. Y compris, on retrouve des controverses sur Madame Hidalgo qui, par exemple, parle du métro, la gratuité pour les jeunes parisiennes, alors que ça dépend de principalement la région. Donc en fait, on retrouve, ça rebondit d'un système de mobilité à l'autre, et globalement, c'est pas très gouverné, ni le périph' ni les autres. Parce que, en fait, il y a ces controverses qui sont finalement quoi? Des polémiques partisanes, parce qu'on est à quelques mois des élections municipales, parce qu'il y a des échéances, parce qu'on sort d'une trêve olympique. Comment vous voyez les choses? Alors effectivement, c'est clair qu'on a eu une trêve olympique. Enfin, la parenthèse enchantée sur le Grand Paris semble être terminée. C'est vrai que quand on repense en fait à la possibilité qu'ont eu les acteurs en fait du Grand Paris nationaux d'organiser les Jeux Olympiques avec un système de transport qui a très bien fonctionné, des capacités d'hébergement pour plus de 10 millions de visiteurs et un Il Grand y a eu Paris une qui forme rayonne. d'alignement. Oui, c'est ça. Donc on est capable, hein, y compris effectivement, comme le disait Arnaud, quand on a une gouvernance très morcelée, très fragmentée, évidemment des écarts de vue, y compris de partis. Hein, voilà, il faut quand même rappeler que la mairie et la région ne sont pas gouvernées du même côté, et que si la région était gouvernée à gauche, peut-être, ou la mairie à droite, peut-être que les questions se poseraient difficilement. Donc on est capable quand même si on a une fragmentation, un morcellement des compétences sur le Grand Paris, d'organiser des grands événements, de restaurer la Seine, de faire un super métro qui s'appelle le Grand Paris Express. Voilà. Donc là, il y a effectivement une sorte de retour en fait à l'ordinaire qui est effectivement un petit peu déprimant quand même sur la possibilité d'envisager un avenir du Grand Paris, mais surtout qui est pris effectivement, je pense aussi par le petit bout de la lorgnette. Alors, d'abord, cette question, elle a été évoquée depuis longtemps. Et puis, cette question, il faut quand même la resituer dans le contexte en fait de l'avenir de cette grande voirie, de cette grande autoroute qui traverse Paris, effectivement, qui borde 500 000 riverains de part et d'autre en fait de l'autoroute, et dans un contexte de dérèglements globaux où il faut qu'on se déshabitue d'une mobilité carbonée et notamment d'une automobilité. Donc, ce qui repose la question effectivement du système de transport, du système de mobilité à l'échelle d'une grande région, d'une grande ville, qui est aussi l'un des paramètres en fait du problème. Et on va en parler largement, mais vous l'évoquiez à l'instant, Nathalie Roseau, ces controverses, elles ne sont pas nouvelles. Cette infrastructure, elle a donné lieu à des débats, l'idée de son érection. Alors, le périph', il existe depuis le 25 avril 1973. Enfin, le bouclage s'est achevé au terme de 17 ans de travaux. Et pourtant, donc, déjà livré et sujet à polémique, Florilège par Vanessa Nadjar. Le 25 avril 1973, Monsieur le Premier ministre inaugure le dernier tronçon du périphérique. La raison d'être de ce boulevard périphérique est d'améliorer la circulation dans la région parisienne et en particulier aux limites de Paris. Ces prises de vue ont été tournées vendredi à 17h30. Le périphérique sud est déjà encombré. À côté, le boulevard des Maréchaux, qui ceinture également Paris, est presque vide. Pourquoi? Parce que le boulevard périphérique, c'est la solution de facilité. Pas de feu rouge, une bonne signalisation alors, on s'y entasse sans réfléchir aux conséquences. C'est aussi un succès du point de vue de la sécurité, puisque sur ce boulevard périphérique qui connaît encore trop d'accidents, car il y a toujours trop d'accidents, la sécurité est néanmoins meilleure que sur d'autres voies du même style. J'ai le souvenir d'un poids lourd au niveau de la porte de Bagnolet qui transportait des cochons, qui s'est couché au niveau de la bretelle d'accès.
On avait des cochons partout sur le périphérique, donc tout le monde courait dans tous les sens. Et puis enfin, on peut dire que c'est un succès parce que ce boulevard périphérique s'est, dans l'ensemble, bien intégré dans le paysage parisien. Porte-Maillot, Palais des Congrès. Porte de la Muette. Alors, peut-être que certains d'entre vous auront reconnu Pierre Messmer lors de l'inauguration d'une section de ce boulevard. Arnaud Passalacqua, qu'est-ce que ça vous inspire, ce qu'on vient d'entendre Finalement, ça n'a pas été évident, et ce, dès le début. Beaucoup de choses, en fait, c'est le sort de tous les grands projets qui sont pensés par une époque, produits par une autre, qui durent des décennies, et puis inaugurés par une dernière, et après utilisés pendant des décennies. Et donc, la société évolue pendant ce temps. Et donc, il y a toujours un décalage, un mal-être, et on ressent que Pierre Messmer, qui est dans une période un peu difficile, il n'est pas à l'aise. Je ne suis pas sûr qu'il soit convaincu, effectivement, de ce qu'il dit ou ce qu'il lit. Et pour illustrer ça, je pense qu'il faudrait prendre le mot boulevard et les mots boulevard et périphérique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ni un boulevard et il n'est pas périphérique quand il est inauguré. C'est-à-dire que ça n'est pas un boulevard au sens où Paris a produit des boulevards magnifiques et c'est absolument différent. Et il n'est pas du tout périphérique et c'est un imaginaire complètement dépassé quand on l'appelle périphérique, puisque déjà, la banlieue, il y a plus d'habitants que dans Paris en 1973. Donc, il est plutôt central, finalement, que périphérique. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que dès 1969, les journaux Combat et l'Aurore titrent « Une dangereuse illusion ». Périmées avant d'être terminées. Ces infrastructures, elles sont quand même centrales dans l'imaginaire des 30 Glorieuses aussi, Nathalie Roseau, au même titre que, et vous y avez travaillé, l'aéroport Charles de Gaulle. C'est aussi le fruit d'une époque, et finalement une époque qui a conduit à une forme d'accélération, mais dont on a bien vu que déjà à sa livraison, c'était, comme le titre et l'Aurore, c'est déjà périmé. Oui, c'est-à-dire pour reprendre votre première question, le périph', il rendait déjà fou à l'époque. Alors ce qui est intéressant, c'est de rappeler qu'effectivement le boulevard périphérique, ce nom-là, naît sous Vichy en 1943, parce qu'il se passe beaucoup de choses en matière d'urbanisme sous Vichy. Voilà. La fameuse zone en fait sur laquelle va s'implanter le boulevard périphérique est libérée. Je mets ça évidemment entre guillemets. Alors la zone, c'est le territoire des fortifications qui est devenu en fait un immense bidonville. Pas seulement. Pas seulement. Voilà, effectivement, on le voit, d'où l'imaginaire des zonards, etc. Mais en fait, il est aussi habité avec des habitations, des adresses légales, etc. Parce qu'on est en pleine crise du logement, pareil. Parce qu'on est en pleine crise du logement et puis que la nature a horreur du vide, enfin, en l'occurrence, les terrains ont horreur du vide, surtout à la porte de Paris. Donc ce boulevard périphérique naît sous 43. Alors évidemment, l'automobile n'est pas encore effectivement très très développée. Donc on imagine effectivement une voie dans un parc, une sorte de coexistence qui peut arriver. Et puis effectivement les 30 Glorieuses arrivent. La décision se prend en 54 et c'est assez intéressant parce que c'est le Conseil de Paris qui engage en fait cette décision dans un rapport qui s'appelle Solution aux problèmes de Paris. Donc il y a un problème, il y a une solution. Parce qu'effectivement, Paris est complètement engorgé en fait d'automobiles. On a ces images aussi de parking, de rues voilà, très embouteillées, etc. Et donc le périphérique est un moyen de desserrer, en fait, de reporter ce trafic. Donc par rapport à la situation d'aujourd'hui, où effectivement la mairie de Paris veut réduire en fait son emprise, parce que je pense que c'est ça qu'elle a en tête derrière, on est plutôt dans une situation où effectivement c'est la mairie de Paris qui porte ce projet. Et puis comme le disait Arnaud, effectivement au fur et à mesure de l'évolution du chantier du périphérique, donc il s'engage en 1956, l'équipement va jouer un rôle d'appel d'air, c'est-à-dire qu'en fait, il attire de plus en plus du trafic parce qu'effectivement, c'est sans feu rouge, parce qu'on peut rouler facilement, etc. La voiture, elle devient un bien de masse. C'est-à-dire qu'en 73, c'est plus du tout le rêve, effectivement, de la voiture avec laquelle on part en vacances, etc. Et donc, on en arrive à saturer avant d'être achevé avec les journaux qui chroniquent régulièrement à la fois cette pénibilité effectivement du périph' qui ne semble pas répondre au problème et en même temps le fait que c'est un chantier qui ne se termine pas et qui coûte très cher. Donc, du coup, il est un petit peu critiqué par tout le monde, d'où on sent un certain malaise. Alors, c'est peut-être dû aussi à l'homme politique, voilà, qui ne maîtrise pas non plus ses ouvrages techniques, mais qui fait que, effectivement, contrairement à Roissy plus tard, l'ouvrage est finalement inauguré dans une sorte de timidité, en tout cas de modestie. Arnaud Passalacqua. Je trouve qu'on voit bien dans le discours de Pierre Messmer qu'il y a cette idée qu'il va apporter la solution au problème et en même temps, c'est typique en fait de la réaction du monde de l'ingénierie qui est de toujours produire une nouvelle infrastructure.
que ce soit automobile ou que ce soit d'ailleurs ferroviaire ou autre. Et c'est là, pour le coup, le périph' n'est que le symbole d'une dynamique enclenchée au 19e siècle sur la réponse par l'outil technique sans interroger la demande, sans interroger le besoin. Mais là-dessus, on est aussi dans une époque où la data est dans sa pleine puissance, on est dans une logique d'aménagement du territoire, et quand on aménage le territoire, on pense à ce moment-là complètement infrastructure. Donc est-ce qu'on peut leur en vouloir il ne s'agit pas d'avoir un regard moral ou de leur en vouloir, simplement d'expliquer que ce paradigme de la réponse par l'objet technique, je ne pense pas qu'on en soit sorti complètement aujourd'hui, et que c'est peut-être ça qui nous met dedans face aux enjeux énergie et environnementaux. Alors justement, plongeons avec les usagers et les riverains du périphérique, parce qu'il y a le périph', il y a les polémiques politiciennes, et il y a ceux qui l'empruntent ou qui vivent à côté tous les jours. Khaled est riverain du quartier Piton du Vernois. Ce quartier, il est situé quasi sur le plus grand échangeur d'Europe, celui de la Porte de Bagnolet. On l'écoute. Comme tout, quand tu grandis dans une chose, tu t'en rends pas compte. Moi, les premières fois que je me suis vraiment rendu compte de la pollution, c'est vraiment quand je partais en vacances. Je pars 15 jours en vacances. Quand j'étais jeune, je vais 15 jours en colonie, je reviens, là, je la sens vraiment, la pollution. Quand tu respires, tu sens que pendant 1 ou 2 jours, tu vois que c'est pas un air, c'est pas un air pur. Sinon, le bruit, pareil, moi j'ai toujours habité là, donc je connais que ça. Maintenant, oui, je m'en rends compte, mais avant, non, tu grandis dans le truc. Mais c'est vrai que moi, par exemple, j'ai des fenêtres qui donnent du côté périph', et c'était comme des murs, elles ne sont jamais ouvertes. Ma mère, elle voulait jamais les ouvrir. C'est-à-dire qu'on aérait du côté cité, de l'autre côté, mais de ce côté-là, jamais de la vie. Et puis quand on les nettoie, 2 jours après, on a l'impression que ça fait 10 ans qu'elles n'ont pas été nettoyées. Elles sont noires, donc quelque part, on se dit, ah ouais, c'est ce qu'on respire tous les jours. Et tu les ouvres, on peut faire le test, hein, t'entends direct le bruit, tu vois, on l'entend là. Au-delà de ça, ouais, ça fait très longtemps qu'on en a parlé, dès qu'il y a des candidats pour des différentes élections qui viennent nous rendre visite. Depuis qu'on est jeune, c'était une des choses qu'on leur disait à chaque fois, c'est le périph', on voulait qu'il soit couvert, on demandait des espèces de sols pour qu'il n'y ait pas moins de bruit. Depuis des années, ça fait des décennies, des choses pour couvrir le bruit et pour protéger de la pollution. Et voilà, à chaque fois on nous disait plus tard, ouais, ça va arriver, oui, on y pense. Ils nous disaient des choses pour se faire élire, mais au final, voilà, il n'y a jamais rien eu. Et honnêtement, on a tous abandonné, hein. On s'est tous dit, voilà, on va rester comme ça. Et pourtant, le plus grand échangeur d'Europe, vous savez, il est où? Voilà, on y est, on vit dessus. Donc, s'il y avait une priorité, c'est même pas en France, c'est en Europe à couvrir, ça aurait été nous, quoi, ça aurait été Porte de Bagnolet. Moi, je pense que c'est bien si les voitures deviennent de plus en plus électriques, mais c'est plus les habitations qui n'ont rien à faire ici que le périph'. C'est-à-dire qu'on ne construit pas des bâtiments à 2 mètres du périphérique. On fait des sociétés, on fait autre chose. On crée, je sais pas moi, des centres commerciaux, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, ça crève les yeux quand on ne fait pas des habitations sur le périphérique. Moi, c'est ça mon propos. Mais j'avais entendu que c'était pire de faire du sport à Porte de Bagnolet que de ne pas en faire. Parce que quand on en fait, les poumons ils s'ouvrent, etc. Et du coup, on bouffe tout. Et voilà, donc il conseillait de ne pas en faire. Il y a des stades de partout. Il y a au moins 4 stades d'affilée jusqu'au puces. Et même ça descend encore jusqu'à Paul Valéry. C'est là qu'il faut faire du sport, mais en même temps, c'est dangereux d'en faire ici. Mais réduire la vitesse, non, moi en tant qu'automobiliste, je suis contre. Le sentiment que j'ai et que je partage avec des gens avec qui j'ai pu en discuter, c'est que on a l'impression qu'on veut vraiment dégoûter les gens de la voiture. Mais comme on ne peut pas l'interdire directement, voilà, vous avez le droit à la voiture, vous n'avez pas le droit, donc on le fait par d'autres voies, c'est-à-dire en dégoûtant les gens de la voiture. Le périphérique, il est pour qui s'il n'est pas pour nous? C'est qui l'utilise? C'est nous. Et nous, on est encore mieux placés pour donner notre avis, c'est parce qu'on le subit jour et nuit. C'est-à-dire que même quand on ne l'utilise pas, on le subit d'une façon ou d'une autre.
Donc ça me semble évident de pouvoir donner notre avis sur toutes ces choses-là. Et là, ça interpelle, on se dit, de choisir arbitrairement, fixer une date comme ça, à partir de On est dans quel pays? Après, c'est le pot de terre contre le pot de fer, on peut se plaindre. Mais bon, voilà, moi, ce que je trouve étonnant et les interrogations, c'est on n'est pas dans la concertation, on n'a pas notre mot à dire, on subit. Demain, ça s'applique, tu roules à 60 au lieu de 50, tu te manges une amende et tu fermes ta bouche et voilà. Des propos recueillis par Lucas Roxo, Khaled, donc riverain du périph', on l'entendait, sur cet échangeur énorme de la porte de Bagnolet. Qu'est-ce que ça vous inspire, Arnaud Passalacqua? Il nous dit: tu fermes ta bouche finalement et tu subis, il n'y a pas eu de concertation. Et ça fait des décennies qu'on demande à ce que ce soit recouvert, à ce qu'il y ait de meilleurs enrobés. Pourquoi c'est pas fait? Alors, il y a énormément de choses à dire sur Bien sûr. ce témoignage de Khaled. Et vous tirez le fil que vous voulez. Alors, il y a un premier, pour relativiser, je partirais bien du bruit et de rappeler que le bruit en région parisienne, il est produit certes par le périphérique, mais aussi par les aéroports et par les lignes de chemin de fer. Et quand on regarde les cartes de bruit parif, le périph', il existe, mais les voies ferrées existent aussi. Et il y a des habitations le long des voies ferrées à Montparnasse ou ailleurs. Et évidemment, les aéroports existent plutôt sur la banlieue en l'occurrence. Donc, Et sur le RER, effectivement, il n'y a pas qu'à voilà. Paris-Montparnasse, mais le RER parisien traverse des zones pavillonnaires, notamment nord de Paris. Donc, premier élément, enfin voilà, le périph' est une zone évidemment d'ultra bruit, d'ultra pollution aussi de particules fines, mais il n'est pas le seul sur le bruit. La question Khaled pose la question de la vitesse, il pose la question de l'automobile, il pose la question de l'attachement aussi quand même à quelque chose qui pourtant lui nuit, et il pose aussi la question de la concertation et éventuellement de l'évolution vers la couverture. Alors moi, je pense que la couverture, c'est pas une solution forcément idéale, dans la mesure où d'une part ça coûte très cher, c'est pas faisable sur 40 km, sauf à y mettre un prix incroyable, mais par ailleurs en fait c'est encore cacher le problème. Et c'est un peu comme la voiture électrique qui est aussi évoquée par Khaled, qui est qu'une façon de déplacer notre problème et d'aller faire émettre des pollutions en particules fines plutôt en Chine que chez nous. Donc Valérie Pécresse vous dirait qu'après tout, c'est aussi une confrontation de modèles. Elle a objecté qu'il n'y avait pas de raison de se dire qu'il fallait complètement éradiquer la voiture, que la voiture électrique, ses enrobés, étaient aussi une manière de garder ce véhicule qui, pour beaucoup, en fait, est nécessaire. Alors, il y a 3 sources de particules fines qui sont émises par les automobiles. Il y a celle du moteur thermique, que la voiture électrique va réduire, évidemment. Il y a celle des pneus, que la voiture électrique ne va pas réduire puisqu'elle est plus lourde, donc au contraire ça va augmenter. Et il y a celle des freins qui sont, alors peut-être que la voiture peut récupérer un peu d'électricité dans ses batteries et donc peut-être ça un peu moins, mais il y a encore ces sources. Donc en fait on n'annule pas les sources de pollution de particules fines par la voiture électrique. Et on a 135 jours de dépassement justement de ces taux en moyenne par an sur le périphérique. Nathalie Roseau, pourquoi est-ce que cette possibilité technique de changement d'enrobé, de couverture à la porte de Bagnolet, alors qu'elle est demandée par les riverains depuis toujours, n'a pas été mise en œuvre? Alors que, je le rappelle, porte des Lilas, porte de Vence, ça a été fait. Alors, d'abord, ce qu'il faut préciser, effectivement, c'est que le périphérique, c'est pas un ouvrage monolithe. C'est-à-dire qu'il a été construit donc par tronçons et on n'a pas la même insertion urbaine ou intégration urbaine, je ne sais plus ce que dit Pierre Messmer, au nord de Paris qu'à l'ouest, par exemple. Autrement dit, par exemple, à Porte de Bagnolet, qui est plutôt à l'est, qu'à Porte d'Auteuil. Donc il y a des traitements qui sont différents parce qu'effectivement, il y a quand même aussi des quartiers qui ne sont pas menés de nature, qui ne sont pas habités par les mêmes personnes. Il y a eu beaucoup de recours à l'ouest, par exemple, qui ont permis de dévier les tracés et d'avoir des couvertures. Et si on doit le dire de manière cash, c'est qu'il y a plutôt des pauvres vers la porte de Bagnolet qui vont pas forcément faire appel à la justice, et c'est pas forcément le cas de la porte d'Auteuil, si on doit vraiment schématiser. Alors effectivement, dans les faits, il y a eu des recours de ce côté-là, donc tout à fait. Mais après, Khaled, ce qu'il nous dit, c'est en fait qu'il est
Alors, il y a le côté paradoxal d'être sur le périph', il le décrit très bien, effectivement, et puis en même temps d'être un automobiliste. Donc, on retrouve, c'est pas une schizophrénie, j'irai pas là, mais enfin, en tout cas, cette difficulté, en fait, parce qu'il est pris dans cet étau, et c'est là où on revient sur la responsabilité de nos acteurs politiques, c'est-à-dire que c'est pas très normal, en fait, qu'ils plongent les habitants dans un tel désarroi. Enfin, je pense qu'il faut à un moment prendre de la hauteur aussi, parce que c'est des projets très complexes. Le projet d'un système de mobilité qui permettrait effectivement d'être équitable, que chacun ait accès quand même à une possibilité de se déplacer dans la métropole de manière correcte. Bon, c'est un projet complexe. Et d'ailleurs, la région, la ville, la RATP, les sociétés avancent là-dessus. Et la reconversion en fait, d'une autoroute, puisqu'évidemment Paris n'est pas la seule à se poser la question. Beaucoup de villes qui ont connu effectivement ces contournements routiers dans leur ville, eh bien, se sont posé la question de la reconversion et y ont travaillé et ont obtenu des succès. Ce qui pose du coup la question de la concertation. C'est ce dont il nous Je parle pense que c'est le aussi. sujet le plus important. Démocratique est centrale. Voilà, Oui, la question finalement, on n'a démocratique. pas été... Je pense que le sujet est le plus important. Et en France, c'est vrai qu'on a quand même une petite difficulté, soit dans la concertation de manière générale, soit dans le fait que très vite, en fait, ça devient clivé. C'est pour ou contre, ou effectivement, alors qu'il y a des pays qui sont traditionnellement plus orientés vers le consensus, etc. À ceci se rajoute effectivement la gouvernance très complexe du Grand Paris, où effectivement ce périphérique, voilà, il est situé à la frontière. Même si entre Paris et l'approche couronne, peut-être qu'on va en parler, effectivement, il y a eu déjà des ateliers du périphérique, des réconciliations, des négociations, etc. Donc je pense que ça dépend aussi des échelles auxquelles on voit cette concertation. Alors on voit bien, effectivement, il y a eu 10 ateliers du périphérique qui ont été portés avec à la fois des élus, des techniciens. On entend aussi dans ce que nous dit Khaled, et ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu, que finalement la concertation avec les 500 000 riverains, bon, est-ce qu'elle est possible à voir, mais quoi qu'il en soit, je voudrais vous citer Pierre Mansart, ancien conseiller de Paris, chargé de Paris Métropole et des relations avec les collectivités territoriales d'Île-de-France. C'était entre 2001 et 2014. Il a par ailleurs dirigé l'atelier international du Grand Paris, c'était sous Delanoë, qui dit « Les mesures unilatérales sur la circulation ont visé à restreindre considérablement l'accès des véhicules à la ville intramuros et les projets sur le boulevard périphérique ne tiennent pas compte de la consultation internationale Les routes du futur du Grand Paris. Cette politique assez limitée de dialogue avec les collectivités riveraines apparaît plutôt comme la recherche de justification des choix parisiens venant d'un ancien élu sous Delanoë. » Qu'est-ce que ça dit, Arnaud Passalacqua ? Il y a quand même quelque chose d'un rapport complexe entre Paris et sa banlieue. Oui, alors écoutez, cette déclaration récente de Pierre Mansart, ça fait presque penser au fait qu'il y a des phases d'avancée dans le dialogue Paris-banlieue et qu'il y a des phases de, peut-être pas recul, mais de plus forte tension. Et Pierre Mansart a été porteur pendant les années Delanoë d'une phase d'ouverture et de dialogue qui a été remarquable, et voulu aussi probablement par Delanoë. Je pense qu'on peut y voir une certaine amertume de la part de cet ancien élu sur le fait que les tensions reviennent. Alors, est-ce qu'elles avaient été complètement amoindries enfin, en partie, hein, quand même. Et elles reviennent du fait de l'objet technique qui se manifeste et revient par sa pollution, par son poids, par son intensité. On se dit à la lecture de cette phrase que finalement, il faudrait peut-être presque une instance de gouvernance spécifique pour cet objet. Alors, ouais. C'est vrai que ça fait penser un peu aux instances internationales de gouvernance du Rhin, la première internationale qui a été créée au 19e siècle. C'est ça, il faudrait trouver quelque chose, mais c'est ce qu'on appelle une autorité organisée des mobilités, qui pourrait prendre en charge aussi l'aspect routier, et à une échelle qui... Alors, est-ce que ça va être régional ou un peu plus petit, type métropole, mais en tout cas quelque chose qui dépasse évidemment les limites de Paris intramuros, puisque la pratique du périph', elle est aussi par des banlieusards, mais elle est aussi nationale. Il faut aussi le rappeler que c'est une rotule de trafic de transit aussi qui passe du nord au sud du pays. Mmh. Faire porter cette gouvernance par la métropole du Grand Paris qui existe, mais qui, en l'état, n'a pas donné lieu à beaucoup de politiques publiques. La région serait potentiellement preneuse. Valérie Pécresse l'a demandé. Quel est le bon étage ? Mais il n'y a pas vraiment de bon étage parce que d'un côté, les villes, les communes
ont une vraie légitimité. Elles connaissent très bien leur territoire, leurs administrés. La maire, à Paris, elle n'est pas élue au suffrage direct, mais quand même, il y a cette sanction de l'élection qui compte. La région, elle a d'autres compétences, elle est à un autre niveau. Bon, on sent qu'elle défend effectivement la Grande Couronne, ce qui est bien, ce qui est important. Et puis on oublie dans ce débat, en fait, les villes de la proche couronne. Moi, je les ai pas tellement entendues. J'ai vu juste que le maire de Montreuil avançait justement sur la réduction en fait des autoroutes et sur la suppression de ces fractures autoroutières. Donc je pense que les avis sont plus partagés, plus nuancés que cela. Mais comme le débat est posé sur une réduction de vitesse, dont on ne sait pas effectivement si elle est efficace, etc., par rapport au problème qui est posé, mais qu'on nous met en fait dans des tuyaux qui n'ont pas vraiment d'intérêt, et que par ailleurs on oublie en fait l'éléphant qui est derrière, qui est en fait qu'est-ce qu'on fait de cette autoroute, de la plus grande autoroute d'Europe. C'est le plus grand échangeur d'Europe, mais c'est aussi l'autoroute la plus fréquentée d'Europe, au cœur de Paris. Eh bien, on se pose la question. Et là, si vous me permettez, mais je me déplacerai en fait dans une autre ville qui est Séoul, qui a réussi ce pari. Alors évidemment, c'est plus simple parce que le maire de Séoul, il est maire d'une métropole de 10 millions d'habitants. Mais de même, sur la concertation, il y a eu toute une série d'études, de concertation, des collectifs qui n'étaient pas d'accord, de commerçants, etc. Bien sûr, il y avait des oppositions. Alors, c'est à l'asiatique, ça se fait peut-être de manière moins viscérale qu'effectivement en France. Et puis la décision ensuite, le problème de la décision politique, de la manière dont on la partage, de fermer un viaduc autoroutier de 6 km, de l'enlever parce que derrière il y avait un canal, qui a été faite parce que tout un système de transport inter- et intra-urbain avait été réalisé avec des vitesses différentes, etc. Et ce succès... Alors, il y a aussi une évaporation du trafic, c'est-à-dire donc des gens qui n'ont plus pris leur voiture ou qui ont pris les transports, etc. Et puis après, depuis, je crois qu'il y a 17 fragments autoroutiers qui ont été soit déposés, soit transformés, etc. Donc, on voit que c'est possible, mais qu'effectivement, c'est un sujet très politique qui nécessite une concertation et une gouvernance très étroite. Vous écoutez Douce France par Nora Hamadi sur France Culture. Vous savez, le problème de pollution sur les autoroutes et les familles qui travaillent en bordure, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Ça fait plus de beaucoup d'années que le marché aux puces existe. Il faut que les véhicules circulent. Il y a des camions qui viennent de province pour livrer les grands magasins. Il faut bien qu'ils empruntent les périphériques. Vous vous rendez compte, un semi-remorque là, avec combien de tonnes de marchandises qui va prendre les petites routes de machin, c'est pas évident. Là, il y a des voitures qui passent aussi pour aller à Bagnolet. Là, il y a des voitures qui passent pour aller à Montreuil. Et inversement, elles pour aller à Paris. Donc vraiment, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête pour tout le monde, même pour les gens qui nous gèrent, d'essayer de stopper ça. Parce que si on stoppe ça, on va empêcher les gens de province de venir travailler en région parisienne. Et ce n'est pas évident. Pour moi, la vérité, je vous dis, j'ai pris l'habitude de bruit. Voilà la vérité, j'ai pris l'habitude, ça y est, ça fait des années. J'ai pris l'habitude. Mais 50 à l'heure, c'est un peu dur. Ça va compliquer la vie. À tous les œuvrants, il va compliquer la vie. Quelqu'un qui travaille, il commence à 8 heures, il faut qu'il se lève à 5 heures, 4 heures du matin pour aller au boulot. Toute personne qui voudra prendre son véhicule. L'ensemble des personnes, je pense, vont en pâtir. Mais après, de toute façon, la décision ne nous appartient pas. En tous les cas, c'est pas une bonne nouvelle. Voilà, c'est pas une bonne nouvelle. On attend de voir ce qui va se faire, ce qui va se décider. Mais si on nous consulte, ou si on consulte, je pense, l'ensemble des personnes qui conduisent, il n'y a pas que les personnes qui font du vélo qui ont une position sur ça. Non, je suis contre, à 200%. Parce que déjà, ça va ajouter de la pollution, alors qu'elle dit le contraire, ce qui est faux. Parce que les voitures vont stagner, ça va créer des embouteillages. Donc la pollution va encore plus disperser dans l'atmosphère. Elle vit dans un monde de bisounours, cette dame. Elle a sa voiture de fonction, elle a ceci, elle a cela. Pas de problème pour elle. Elle n'est pas dans la réalité des choses. On n'est pas contre Paris, là, comment c'est embouteillé, c'est une horreur. J'ai des amis à moi qui sont plombiers, qui sont électriciens, qui sont peintres, et qui refusent des chantiers dans Paris. C'est un manque à gagner. Le périph', pourquoi il a été créé? Pour désengorger Paris. Arrêtons de
pour arrêter de circuler en voiture. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça. On n'est pas à la campagne, c'est une ville. C'est Paris, quoi. Alors tout le monde achète des voitures électriques. Et je pense que tout le monde n'a pas les moyens. Voilà, on était plongé dans les puces de Montreuil qui sont quasi sur le périphérique, sur la porte du même nom. Des avis donc recueillis par Lucas Roxo. Arnaud Passalacqua, finalement, ce qu'ils nous disent, ces gens, c'est bon, vous êtes bien gentils, mais en fait, quelles sont les alternatives à la bagnole en l'état? On sait que la plupart des usagers, et vous le disiez juste avant, sont beaucoup de franciliens, voire des gens qui traversent la France face à un axe national. Les transports parisiens ne permettent pas aujourd'hui cette alternative. Est-ce qu'on ne prend pas le problème à l'envers? Si, et alors effectivement, les alternatives à l'automobile, c'est d'abord de ne pas penser par les transports. C'est-à-dire de d'abord penser par les modes de vie et par un territoire qui soit raisonnable au vu des enjeux climatiques et énergétiques, c'est-à-dire un territoire de l'énergie renouvelable, un territoire où l'énergie est moins disponible, moins puissante. Et donc, ça veut forcément dire, d'une part, un territoire plus lent, qu'on le veuille ou non, à mon sens. Peut-être pas immédiatement demain matin ou le 1er octobre, mais ça veut dire aussi un territoire où les métiers ne sont plus les mêmes, où les échelles ne sont plus les mêmes. Et on l'a bien entendu dans ce son où il y avait l'artisan peintre, je crois, qui venait de l'autre bout, qui ne pouvait pas venir, qui refusait. Ça interroge aussi sur le type de ville qu'on a construit, le type de métiers qui sont capables de vivre à Paris et d'autres qui sont loin et qui doivent venir. Alors des métiers de service, des métiers dont on sait qu'on a un certain nombre de personnes qui viennent de très loin et font Pour faire beaucoup vivre pour la faire vivre capitale. la capitale. Ouais, les banlieusards font Ce qui vivre la est- capitale. Voilà, ce qui est ancien, hein, mais là, ce qui devient intenable si on fait ralentir. Et donc, ça veut dire que pour résoudre cette tension, ça interroge la question de savoir si on peut maintenir une agglomération d'une dizaine de millions d'habitants avec les modes de vie tels qu'ils existent. Mais ça voudrait dire démétropoliser, ça voudrait dire du coup avoir une métropole avec plusieurs centres et pas cette logique de ville-centre et de périphérie qui, mais pardon, et là le réseau de transport il est construit avec Paris en son centre. Alors, tout à fait, il est extrêmement centré sur Paris et longtemps il a été très limité à Paris. Donc, il y a un héritage qui n'est pas facile et qui n'est pas du tout adapté finalement. De même qu'à l'échelle nationale, je pense qu'on n'est pas très adapté pour face aux enjeux climatiques, énergétiques du fait de cette concentration parisienne. Je pense que même à l'échelle de l'agglomération, effectivement, on a construit des infrastructures qui sont très centrées sur Paris et puis des infrastructures de services qui sont plutôt en banlieue au profit de Paris. Donc effectivement, la question de comment on adapte cet héritage à d'autres modes de vie me semble être d'une part peut-être de réduire l'ensemble de l'agglomération, de faire baisser un peu, alors pas demain matin, mais en plus progressivement cette population et surtout après effectivement de la penser plutôt par bassin de vie et d'emploi. Polycentralité. Voilà, quoi. ce qui est déjà en grande partie le cas en fait, mais ils sont aujourd'hui beaucoup plus centrés sur les mobilités automobiles quand on regarde ce qui se passe en grande couronne. Et donc c'est comment construire des mobilités qui soient plus locales et plus probablement raisonnables, avec des modes de vie où en fait on ne va pas tous travailler à la défense. Oui, mais c'est bien ça le sujet, Nathalie Roseau, c'est-à-dire qu'on a pensé cette métropole, enfin, à tout le moins, est-ce qu'elle a été pensée, je ne sais pas, mais on a des pôles où vous avez un pôle économique et des bassins d'emploi qui peuvent être pour beaucoup à l'ouest, des lieux de résidence plutôt à l'est, une forme de déséquilibre aussi dans des espaces qui sont profondément inégalitaires entre le nord, le 93 et le 92 de l'autre côté. Enfin, démétropoliser, ça veut aussi dire partager les richesses, enfin rééquilibrer cette métropole, enfin même en termes d'infrastructure, ça paraît complexe. La métropole, elle existe quand même depuis très très longtemps, comme le Grand Paris d'ailleurs. Le Grand Paris, on peut le dater de l'annexion de Paris par Haussmann. Et puis ensuite, effectivement, la ville s'est développée au fur et à mesure. Elle était déjà développée d'ailleurs en dehors de l'enceinte. Quand on revient dans les années 20, effectivement, on a 1 millier de kilomètres de lignes de tramway qui ont disparu, comme on le sait, effectivement, qui permettent de desservir l'ensemble de cette grande ville. Donc cette question, effectivement, des déplacements au sein de cette grande ville, elle existe depuis longtemps. Et la difficulté, c'est qu'on voudrait effectivement
organiser cette métropole avec des systèmes de transport de plus en plus efficaces, de plus en plus rapides, dont fait partie effectivement le projet de métro du Grand Paris Express, qui va dans le sens de la polarisation, hein, avec effectivement des pôles d'emploi, la Défense, Saint-Denis, Saclay, etc., et qui ne va pas forcément régler les difficultés que vous soulevez, justement, de revenir quand même à des entités qui soient pour le coup autonome, bien sûr, il ne s'agit pas d'être totalement autarcique, mais enfin qui puisse effectivement réaliser un certain nombre d'activités dans un périmètre suffisant. Donc on est toujours dans cette question du rapport à la vitesse, avec la difficulté que la ville elle a été construite comme ça. Et que effectivement, des tas de gens habitent dans l'Est parisien et puis travaillent à la Défense ou vont travailler à Saint-Denis demain. Et qu'il faut se habituer en fait de cette question-là, alors qu'on est tributaire en fait, on est dépendant effectivement de cette infrastructure. Ouais, on est presque dans une détox à vous entendre de la vitesse, mais et on en parlera. Choix, hein. On n'a pas forcément le choix, mais après, c'est comment on accompagne et on revient aussi à la question démocratique, c'est-à-dire que là, il y a peut-être un manque global de pédagogie et d'explication. Mais Arnaud Passalacqua, vous, dans votre contribution à l'ouvrage périphérique à l'avenir, vous plaidez pour un périph' potager. Alors j'imagine que vous voyez quelques étapes avant d'arriver au potager. Vous évoquiez tout à l'heure, Nathalie Roseau, Séoul. Mais est-ce que véritablement on a la capacité aujourd'hui de penser un potager à la place du périph', un boulevard qui serait plus vert? Enfin, véritablement, ça semble, on est presque dans une forme de mythologie au vu de la réalité dans laquelle on est enferré. Oui, je suis d'accord, mais ça travaille sur cette proposition travaille sur deux idées. La première, c'est de se dire qu'on est attaché à cette infrastructure et qu'il ne s'agit pas de la cacher. Il s'agit plutôt d'en faire quelque chose dont on peut être fier éventuellement ou patrimonialisé, visible et partagé. Donc on a bien vu que tout le monde y est attaché, hein, même les gens qui en souffrent. La deuxième idée, c'était de se dire que de toute façon, en fait, l'automobile n'est pas l'avenir de nos mobilités et qu'un jour ou l'autre, en fait, elle va disparaître des villes. Et donc, il y a un moment, et je ne sais pas, demain matin, il y a une transition. Vous êtes affirmatif, mais là aussi, c'est mis en débat cette question. Le véhicule électrique. Non, alors moi, j'ai un parti très radical. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde, l'automobile électrique telle qu'elle existe et qu'elle prend les mêmes formes que l'automobile thermique, c'est l'automobile de la vitesse qui est surcapacitaire dans ses capacités, justement, de puissance, etc., qui n'a absolument aucune adéquation avec la ville telle qu'elle s'est dessinée en Europe, pas qu'à Paris, hein, enfin voilà. Et donc c'est un objet qui est anachronique. C'est comme les grandes infrastructures. En fait, il arrive à un moment où il est déjà trop tard. Vous êtes d'accord, Nathalie Roseau? Finalement, on est avec cette idée de vitesse qu'il faudrait réduire. On est dans quelque chose de plus large, accéder à une forme de sobriété, y compris quand on est dans des métropoles. On est dans cette idée-là? Oui, c'est assez évident, mais le problème, c'est que après, ça pose la question de l'équité, en fait, et de la justice sociale. C'est-à-dire que quand on développe ça, ce qui est assez raisonnable, surtout au vu, encore une fois, des enjeux climatiques qu'on a, etc., eh bien, on rencontre les Gilets jaunes, par exemple, qui effectivement avaient manifesté, rappelons-le, contre la limitation de vitesse, c'était à 80 km/h, et contre une taxe carbone, parce qu'ils considéraient vraiment que c'était la goutte d'eau qui faisait le déborder le vase par rapport à une situation dont ils étaient prisonniers, c'est-à-dire qu'ils étaient dépendants de leur voiture pour essayer de boucler les fins de mois. C'est ce qu'on a peu ou prou aussi entendu. C'est ce que j'entendais par rapport à ces questions d'artisans. Et alors, ce qui est assez curieux, en fait, c'est que cet argument-là, il est repris notamment par des édiles politiques pour dire, mais oui, ces artisans, voilà, enfin, ça me paraît être un petit peu léger, parce qu'effectivement, il ne s'agit pas non plus de les assigner à résidence ou de les empêcher de travailler. Mais à côté de ces besoins, de ces nécessités, qui peuvent être réorganisées le cas échéant,
il y a aussi toute une masse de personnes qui utilisent le périphérique, qui pourraient peut-être utiliser d'autres transports, ou qui pourraient aussi effectivement se déshabituer de la vitesse. Donc comme on est dans une sorte d'opposition entre le Parisien aisé, ce qui n'est pas tout à fait vrai, hein. Je pense que ceux qui habitent au bord du périphérique, c'est pas de cet acabit-là. Et puis, effectivement, la personne qui est en grande couronne, qui a besoin de venir à Paris pour travailler. Enfin, on est dans des sortes de clivages qui sont un petit peu caricaturaux parce que ça ne correspond pas à l'hétérogénéité de la ville et des besoins. Donc, ça nécessite de remettre encore une fois les choses à plat et puis surtout de rentrer dans une forme de technique, en fait. C'est-à-dire effectivement de rationaliser les choses en clarifiant et donc de revenir effectivement à la concertation, à la manière d'exposer les choses, d'aller parler, de faire des ateliers et toute une série d'éléments parce que c'est un sujet très complexe et qui effectivement nécessite d'aller vers une énergie qui est beaucoup plus rare. Alors que effectivement le périphérique, il a été réalisé dans un contexte d'énergie très abondante et pas cher. Hein. Le premier choc pétrolier, c'est 73. Et puis dans une décroissance du trafic. Longtemps, j'ai habité la banlieue. Mon premier souvenir est un souvenir de banlieue. Aux confins de ma mémoire, un train de banlieue passe, comme dans un film. La mémoire et les films se remplissent d'objets qu'on ne pourra jamais plus appréhender. Voilà cet extrait du très beau film de Maurice Pialat, L'amour existe. Nous quittons donc les enjeux de gouvernance pour explorer les imaginaires de la banlieue. Bonsoir Antoine Dulster. Bonsoir Nora, bonsoir à tous. Un imaginaire qui semble indissociable de la question des mobilités parce qu'on y revient toujours. Oui Nora, puisque le transport est le corollaire de l'étalement urbain dans la littérature, dans la bande dessinée et évidemment donc sur les écrans. La vie de banlieue est d'abord représentée sur des rails, sur des routes, sur des réseaux de transport qui deviennent des cadres de vie. Une vie d'ennui abordée avec une certaine mélancolie, comme on l'entendait il y a quelques instants dans cet extrait du film de Maurice Pialat. Parfois aussi avec un brin de malice et de gaieté, même s'il s'agit toujours de dénoncer une vie pas très vivable. Comme en 1973, dans une comédie douce amère, Elle court, la banlieue. Écoutez ce qu'en disait son réalisateur Gérard Pires. Il y a deux manières de traiter un sujet comme ça en fait. Et soit faire une polémique très violente et très agressive sur le problème, ou essayer de montrer les mêmes choses avec un clin d'œil humoristique, avec un retrait si vous voulez. Et c'est un peu une question de pudeur aussi. Moi je préfère cette solution-là. Le drame, c'est que comme l'héroïne est forcée de partir très tôt et de rentrer très tard, elle n'a pas assez de sommeil et elle ne pense plus qu'à dormir. Oui. Il est évident qu'une fille qui perd 4 heures ou 5 heures par jour dans les transports, c'est quand même 5 heures de perdu par jour, c'est 35 heures par semaine, c'est 130 heures par mois, c'est beaucoup d'heures dans l'année. C'est 130 heures de perdu et un mari. Peut-être un mari. La vie n'est pas gaie, madame. Plus près de notre époque et dans un registre tout autre, plus dramatique, il serait impossible de ne pas mentionner ici le film de Mathieu Kassovitz, La haine, sorti il y a près de 30 ans, c'était en 1995. L'un des moments de bascule du film est une scène parfaitement banale de la vie de banlieue, le moment où Vince, Saïd et Hubert ratent le dernier train pour rentrer chez eux, prélude à une nuit de galère à Paris. Sa mère! Ils l'ont fait exprès! C'est quand le prochain? Demain matin. Et au-delà des registres comiques ou dramatiques, la vie, au-delà du périphérique, inspire aussi des œuvres inclassables, comme le documentaire d'Alice Diop, Nous, qui s'interroge sur les fractures françaises au lendemain des attentats de 2015 en suivant le tracé du RER B. Alice Diop revendiquait une filiation pour son travail, celle du livre tout aussi inclassable de François Maspero, Les passagers du Roissy Express, ouvrage paru en 1990. Voici comment François Maspero présentait son travail au moment de sa parution en 1990 donc, et comment Alice Diop se réclamait de cet héritage bien plus tard en 2020. Depuis que je suis tout petit, je prends ce qu'on appelait autrefois la ligne de Sceaux. Et puis, par exemple, je voyais toujours le viaduc d'Arcueil. Et dans ce livre, et grâce à ce livre, j'ai réalisé, par exemple, le rêve de gosse de monter sur le viaduc d'Arcueil, comme ça, un jour de pluie d'ailleurs. Et il y a la photo dans le livre.
Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Je sais pas, plein de choses, simplement parce que c'est chez moi, quoi. C'est chez nous, et qu'on a envie de regarder ce qui se passe d'abord tout autour de nous. Alors la banlieue, c'est fascinant. C'est passionnant si on prend la peine de la regarder. C'est fascinant, surtout si on prend la peine de marcher sans idées préconçues, sans parti pris, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire en se disant, bon, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas ethnologue, je ne vais pas faire une enquête politique, je ne vais pas aller voir les maires, mais bon, je vais marcher, on va prendre le train, on va descendre, on ne reviendra jamais à Paris pendant un mois, on trouvera un hôtel à chaque station. C'est ce qu'on a fait. Une vraie aventure, alors. Ah, non, mais c'était... il faut prendre le temps. Moi, le désir de réaliser ce film est venu de la lecture de ce livre, donc il y a presque 20 ans. En fait, j'ai eu besoin de réfléchir précisément à cette question du nous, en réempruntant cette ligne. C'est-à-dire que je l'emprunte comme une ligne métaphorique, comme une ligne symbolique, comme une ligne de temps aussi, et pas uniquement comme un tracé géographique, pas uniquement comme un cadre sociologique. Voilà, dans l'ordre, donc, c'était François Maspero puis Alice Diop. D'une époque à l'autre, de la littérature au documentaire, en passant par la comédie et le drame, on interroge les réalités de la vie des habitants de banlieue en mettant la focale sur leurs moyens de transport. Alors, Arnaud Passalacqua, est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans les années 70 et 60, puisque la banlieue, c'était un très vieil imaginaire du 19e, du début du 20e siècle. Est-ce qu'il y a un mode de vie particulier qui est né dans nos années 60-70 ? Pas mal de choses. Il y a déjà l'affirmation du salariat, hein, et de ce caractère pendulaire. Il y a l'émergence évidemment des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme de l'ouvrier qui commencent à se mettre en place avec les villes nouvelles, avec les autoroutes et le RER inauguré en 77. Donc on a tout un mode de vie qui est d'ailleurs celui de Elle court la banlieue, hein, où voilà, on a donc ce mode de vie d'une agglomération qui se veut plus intégré par des transports, jusqu'à l'épuisement des protagonistes, et des formes de congestion, puisque finalement ça tient pas. Par exemple, un exemple de ça, c'est les villes nouvelles, où on avait pensé que peut-être ça ferait des unités de vie, hein, et avec des choses qualitatives, et puis finalement on s'aperçoit que elles sont pas aussi capables que ça d'avoir capté l'ensemble de l'emploi, et donc finalement ça se diffuse et les gens finissent par habiter dans une ville nouvelle et travailler dans une autre, donc ce qui est un petit peu un échec du projet. Donc là, c'est un peu un désenchantement aussi, c'est ce moment où on a pu croire créer un grand Paris, un premier ou un deuxième grand Paris après celui d'Haussmann, celui de l'ouvrier, et qui atteint des limites peut-être à ce moment-là. Nathalie Roseau, une réaction, vous aussi. Ce qu'on a entendu au fond à travers ces séquences cinématographiques, c'est l'histoire d'une dépendance entre Paris et ses banlieues. Oui, alors le livre de François Maspero, c'est un livre qu'on donne souvent à lire effectivement à nos étudiants en urbanisme, hein, qui nous a beaucoup marqué. Moi, j'ai grandi aussi sur la ligne de Sceaux, donc ce qu'il dit sur le viaduc d'Arcueil résonne beaucoup à mes oreilles. Mais on a aussi une sémantique, quand on dit le rapport de Paris et ses banlieues, souvent, donc on est toujours dans cette possessivité. Moi, alors souvent on dit sa banlieue, donc déjà moi je dis les banlieues parce qu'elles sont très différentes. C'est un terme que les étrangers regardent avec curiosité parce que quand même il est très attaché effectivement à Paris, et on devrait changer, puisque vous parlez d'imaginaire, effectivement, de vocabulaire. Enfin, même la notion de centre-périphérie se discute, parce que je pensais en vous écoutant notamment à une agence qui s'appelle le Sentier métropolitain du Très Grand Paris. Donc, c'est sur Internet. Et en fait, ils ont dressé une 39 itinéraires de marche. Donc, 39 jours de marche, donc comme si c'était un GR, d'une certaine façon, en traversant. Alors, ils nous tracent les chemins à pied, donc c'est très agréable, hein. On ne traverse pas non plus des autoroutes ou des voies de chemin de fer parfois, mais en tout cas avec des chemins pour nous montrer finalement la richesse de ce paysage. Et ce qui est normal, parce qu'effectivement, sur cette région Île-de-France où 12 millions de personnes habitent, 2 millions seulement habitent à Paris. Tous les autres, par nécessité, mais pas forcément, aussi par choix, choisissent d'habiter à Saint-Denis, à Bourg-la-Reine, à Sceaux, à Champs-sur-Marne, à Saclay, etc., et à découvrir cette hétérogénéité. Donc le cinéma a aussi un rôle, et je pense que le film d'Alice Diop, effectivement, est assez différent des films que vous nous faisiez écouter. Moi, je me suis aussi essayée à cet exercice. Il y a un film que j'aime beaucoup, c'est Bird People de Pascal Ferrand avec Anaïs de Moustier et Roche Dizem, où elle devient un oiseau à Roissy, notamment avec une très belle scène où on entend David Bowie, Ziggy Stardust sur l'aéroport, et où au début elle prend le RER
pour aller à Roissy, elle est assise, et puis avec son Walkman, enfin ses écouteurs, pardon, et puis elle réfléchit, elle pense à toutes les personnes qui sont dans le RER, à ce qu'ils font, à leur destin, etc. Et c'est une très belle séquence, en fait, sur ce rapport, finalement, à la banlieue, à ce qu'il dit. Ou même Gare du Nord, par exemple, de Claire Simon, où là, on est à Gare du Nord, mais en même temps, on parle de la métropole dans son ensemble, parce qu'effectivement, tout le monde converge ici. Donc cet imaginaire, il capte ce qui existe, mais en même temps, il nous ouvre aussi sur d'autres vocabulaires, sur d'autres modèles. Mais ce qu'on voit, et vous nous le dites très bien, c'est que ces imaginaires commencent en fait à être tissés sur l'image finalement du Parisien qui n'est qu'un banlieusard en devenir. Il y a tout le moins, au moins un francilien, je ne sais pas, ou un grand Parisien, puisqu'on parle beaucoup de grands Parisiens. Mais là-dessus, Arnaud Passalacqua, si les imaginaires commencent à être travaillés, si cette fracture, ces frontières entre le petit Paris, le grand Paris, ces infrastructures qui la traversent et qui la blessent finalement, doivent être interrogées, la question de la gouvernance, elle se pose toujours. Est-ce que véritablement il y a un chemin possible selon vous ? Oui, je vais reprendre l'extension de Paris en 1860 par Haussmann. En fait, ça se fait en mangeant un peu les communes qui étaient autour de Paris, et ça crée une zone on appelait à l'époque la petite banlieue, et qui en fait est finalement aujourd'hui complètement intégrée dans Paris. Alors ça a mis du temps, voilà, mais la gouvernance a fini par se construire. À l'image du Grand Londres ? À l'image du Grand Londres, qui a un siècle d'avance sur le Grand. Voilà. Nous sommes très en retard. Et effectivement, on avait dit qu'il ne fallait pas commencer par l'automobile pour refonder le modèle. Il faut probablement commencer par les imaginaires, les identités territoriales, les attachements, les récits. Et ça va de pair avec le tisser, avec un nouveau rapport à l'écologie et à l'environnement. Donc c'est tout ça qui va de pair, comme le sentier métropolitain qui propose de le parcourir à pied, c'est-à-dire 5 km/h, pas à 50 ou 70. Ça fait partie aussi d'une manière de redécouvrir l'Île-de-France. Vous évoquiez les banlieues, mais il y a aussi la Seine-et-Marne, et la Seine-et-Marne, c'est le plus grand département de France quasi, et avec des agriculteurs. Vous avez aussi le début de la Beauce. En fait, c'est redécouvrir les frontières finalement de ce qu'est cette région, au-delà de l'objet périphérique qui nous a occupés ce soir et qui occupe beaucoup l'actualité. C'est sortir un peu de cette ornière. Oui, la région Île-de-France, c'est quand même 80% effectivement de territoires ruraux, de bois, de forêts. Enfin, c'est pour ça que je trouve que le sentier métropolitain, c'est une formidable aventure, parce que c'est tout d'un coup changer le regard pour nous dire vous pouvez passer des vacances, enfin, de même que François Pansperot, effectivement, passer un mois en sautant Paris, effectivement, et en allant visiter ce territoire. Donc, c'est retrouver cette richesse et éviter qu'effectivement, elle soit complètement condensée dans un équipement sur lequel on doit circuler, ou dans une vision un peu techniciste des choses. Après, la gouvernance, je ne sais pas si on réglera le problème, je ne crois pas. En plus, il y a une exception parisienne, puisqu'il y a un rapport de l'État à Paris qui fait que, voilà, il n'y a que dans cette ville qu'il n'y a pas eu de communauté urbaine dans les années 60, alors qu'à Bordeaux, à Nantes, à Lyon, effectivement, ça a fonctionné, et que ce système voilà, leur permet comme ça de transcender ou de dépasser ces problèmes. Donc on reste sur un sujet très politique. Voilà, il faudra peut-être une nouvelle phase de décentralisation qui s'aime. Merci beaucoup Arnaud Passalacqua, merci beaucoup Nathalie Roseau d'avoir été avec nous. Si vous voulez aller plus loin, Archicity, justement, la maison d'édition publie donc En finir avec le Petit Paris, ça sort en octobre, et vous pouvez trouver d'ores et déjà le périphérique. Quel avenir